Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 23 septembre. La métropole dévoile ses 13 voies lyonnaises, autrement dit, les futures pistes cyclables de ce que l'on appelait jusque-là le réseau express vélo. Dans l'actualité également, 7 personnes de la mouvance d'extrême gauche en garde à vue à la suite de violences survenues lors d'une manifestation contre le pass sanitaire, alors que 2 députés ont été la cible de nouveaux tags sur leur permanence, Thomas Rodigoz et Yves Blin, tous les deux La République En Marche. La primaire écologiste, le président de la métropole Bruno Bernard décide de soutenir Yannick Jadot au second tour. C'est le coup d'envoi aujourd'hui du CIRA, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Rendez-vous professionnel incontournable. Nous en profiterons pour vous présenter le tout nouveau CFA de la gastronomie qui va prendre place au Château de la Poupée à Marcy-l'Étoile, une initiative du chef étoilé Christian Tête-Doigt. Et puis la victoire de l'Olympique lyonnais sur 3, succès convaincant hier soir 3-1. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La métropole dévoile ses 13 voies lyonnaises. Elles font allusion aux illustres voies romaines, mais là, pas de chars, des vélos. 100 millions d'euros avaient été réservés en janvier pour réaliser un réseau express vélo. Les 13 lignes ont été dévoilées par Bruno Bernard, président de la métropole, et Fabien Bagnon, son vice-président aux mobilités actives. À terme, ce sont 396 km de pistes cyclables sécurisées qui vont être construits. Bruno Bernard. C'est un projet essentiel pour la métropole de Lyon, pour offrir une alternative efficace à la voiture individuelle, pour pousser les gens à se mettre au vélo, pour sécuriser ceux qui y sont déjà. Nous allons avoir un large réseau, 3 à 4 mètres de large, avec des continuités, des aménagements spécifiques à chaque carrefour pour assurer la sécurité, et puis un réseau totalement séparé de la voiture, donc qui va permettre de se déplacer dans toute l'agglomération puisqu'il couvre tout le territoire de la métropole de Lyon. Oui, nous développons massivement les transports en commun et le vélo, et oui, ça prend de la place à la voiture, mais une fois qu'on a développé ces alternatives, on offre aux citoyens la possibilité de se déplacer dans de meilleures conditions, meilleures pour leur santé, par exemple, s'ils se mettent au vélo, meilleures pour leur pouvoir d'achat, puisque ça leur coûte beaucoup moins cher, et ça répond d'ailleurs à la demande des habitants, et on a aussi sur ce dossier un large soutien des maires du territoire. Quel transfert vous espérez entre la voiture et le vélo ? Notre objectif en 6 ans, c'est de multiplier par 3 la pratique du vélo. Donc c'est très important. Il va y avoir du transfert, nous l'espérons, notoire de la voiture au vélo. Il y en aura peut-être aussi des transports en commun au vélo. Et donc pour la question des parts modales, il est un peu trop tôt parce que les dernières études sont déjà anciennes, donc c'est un peu compliqué de raisonner en termes de chiffre de parts modales. Mais en tout cas, on veut multiplier par 3 la pratique du vélo. 4 lignes seront mises en chantier dès 2022. En particulier la ligne 1 qui permettra de relier Vaux-en-Velin à Saint-Fond en passant par les quais du Rhône. Et c'est la partie centrale près des universités qui sera d'abord construite. À Tassin, le pont Bonaparte fait l'objet de travaux. À terme, en 2030, 49 communes de la métropole seront desservies par les voies lyonnaises. 100 km existaient déjà, mais ces pistes étaient moins larges, moins confortables que les futures voies lyonnaises. Lyon veut s'inspirer des villes du nord de l'Europe pour faciliter l'usage du vélo. Fabien Bagnon, vice-président aux mobilités actives à la métropole de Lyon. Notre ambition, c'est effectivement qu'on ait à terme autant de cyclistes dans ces villes. Ça présente énormément d'avantages, notamment en termes de qualité de vie, de facilité de se déplacer au quotidien. Il ne s'agit pas d'aller calquer un modèle. Voilà, certains disent on n'est pas Amsterdam. Non, on n'est pas Amsterdam. L'objectif, c'est bien de s'inspirer des meilleures pratiques et c'est ce qu'on a fait. On est allé voir ces pays, donc, et notamment ces villes, ces métropoles, Amsterdam, La Haye, Copenhague, pour aller chercher les meilleures idées et construire modestement un modèle qu'on peut qualifier de à la lyonnaise. Voilà, donc aussi, d'où le terme de voie lyonnaise. Est-ce qu'il y a des secteurs impossibles ou presque impossibles qu'il va falloir contourner Alors, il n'y a pas de secteur impossible. Par contre, effectivement, il y a des zones contraintes, il y a des franchissements qui vont demander aussi des aménagements. Et on aura ponctuellement, il faut l'accepter, des réductions, puisque les voies lyonnaises, je rappelle, c'est de 3 à 4 mètres de large. Voilà, mais on peut avoir ponctuellement, sur quelques dizaines de mètres, un rétrécissement à 2,50 mètres pour passer une difficulté et permettre une continuité de la voie lyonnaise. Tous les tracés ne sont pas totalement
arbitré. Certains secteurs pourraient s'avérer difficiles, comme la montée de Choulan qui doit accueillir sur sa largeur une bande pour les voitures, une bande pour les transports en commun et donc une pour la voie lyonnaise dédiée au vélo. 7 personnes proches de la mouvance d'extrême gauche se trouvaient en garde à vue hier à la suite de violences survenues lors d'une manifestation contre le pass sanitaire le 28 août à Lyon. Ces personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête. En marge de la manifestation, des heurts s'étaient produits entre des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche sans faire de blessés. Dans un tweet, le groupe Antifa de Lyon affirme que les personnes interpellées n'auraient fait que réagir aux attaques de l'extrême droite sur les cortèges anti-pass. Passe sanitaire liberticide, les permanences de 2 députés La République En Marche, Thomas Rudigoz et Yves Blin, ont été taguées. À Vénissieux, Yves Blin a choisi l'humour pour y répondre. Il a en effet détourné le message « J'ai voté le pass pour vous, pas pour nous », en le transformant en « J'ai voté le pass et j'en suis fier ». Valérie Pécresse veut s'appuyer sur des élus de terrain pour porter son projet durant la campagne de la primaire à droite. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a choisi Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon. Le jeune maire d'Ainay devra donc convaincre les militants à se ranger derrière la présidente de la région Île-de-France, en concurrence avec Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin. La primaire écologiste, le président de la métropole, Bruno Bernard, a décidé de soutenir Yannick Jadot au second tour. Bruno Bernard voit en son candidat le seul capable à créer un processus de rassemblement indispensable pour espérer faire un résultat en mai 2022. Grégory Doucet a préféré lui ne pas donner de consigne de vote. Le second tour de la primaire écolo débute ce samedi à 7h du matin et se terminera mardi 28 à 17h. Un incendie d'origine accidentelle s'est déclaré hier après-midi au crématorium de Bron. Une crémation était en cours. Un dysfonctionnement technique s'est produit sur les installations qui ont pris feu. Les pompiers ont évacué 20 personnes. On ne déplore aucun blessé, mais les dégâts sont importants. Le crématorium ne sera pas en état d'assurer les crémations dans les prochains jours. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie, de l'alimentation, le CIRA, un rendez-vous professionnel très attendu. Il se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain à Eurexpo. C'est aussi le plus gros salon organisé à Eurexpo. Cette année encore, il occupe tous les halls avec 2000 exposants et marques françaises et étrangers. Cette 20e édition promet de mettre en lumière les pratiques responsables pour mieux manger. Le CIRA accueille pas moins de 24 concours, dont le prestigieux Bocuse d'Or, dimanche et lundi. Cette année, le candidat français David Tissot est un Lyonnais, chef du restaurant d'application Les Saisons à l'Institut Paul Bocuse, une étoile au guide Michelin. Il s'entraîne depuis 18 mois avec une équipe, accompagnée par Serge Vieira en particulier, Bocuse d'Or 2005, qui est le nouveau président de la Team France. La Coupe du Monde de la pâtisserie se déroulera quant à elle vendredi et samedi. De nouveaux concours seront accueillis, comme la finale du Trophée Masse sur le thème du foie gras ou le World Burger Contest. Dimanche, 300 grands chefs vont s'attabler pour un dîner à la préfecture avec Emmanuel Macron. D'autres tocs rejoindront la réception de l'association des Bocuse Winners à l'abbaye de Collonges-au-Mont-d'Or. Voilà pour l'essentiel du programme. Parmi les animateurs du salon, le tout nouveau CFA de la gastronomie ne devrait pas passer inaperçu. L'ancien château de la Poupée à Marcy-l'Étoile va accueillir en effet un centre de formation d'apprentis, le premier dédié à la gastronomie. Une formation stricte, la défense de valeurs. C'est le chef étoilé Christian Tête-Doigt qui est à l'origine de cette initiative. Il y a beaucoup de choses qui changent. En fait, on change déjà le rythme de l'alternance, puisque nous allons prendre les élèves pendant 3 mois en internat. On va les préparer à rentrer dans l'entreprise. Entreprise qui devient vraiment des partenaires, puisqu'on demande qu'il y ait, en plus du chef d'apprentissage, un parrain, de façon à protéger le jeune pendant sa progression, et avec un suivi aussi de ses cours en distanciation. Ce parrain sera chargé de surveiller que le jeune se connecte bien et suive les cours pendant ses heures de travail. Donc c'est vraiment très innovant. On a fait une grosse étude pour que les cours soient dispensés pendant le temps de travail, pendant la mise en place. Tout en faisant leur travail pour le restaurant pour lequel ils sont embauchés, ils pourront suivre les cours. Quel métier ? Alors nous sommes bien sûr sur la cuisine, les métiers de la salle qui sont très importants, qui sont un petit peu difficiles en ce moment parce qu'on a un vrai manque de collaborateurs. Et puis bien sûr la pâtisserie et la boulangerie qui sont là encore des belles pierres de nos professions, des métiers de bouche. Un cuisinier, c'est pas seulement un bon professionnel, c'est aussi un homme engagé dans les sujets du moment, à savoir travailler plutôt en priorité des produits bio, qui demandent d'ailleurs des fois des adaptations parce que les farines sont peut-être un petit peu moins modifiées. Donc du coup, faut
faut rechanger les recettes parce qu'il faut mettre moins d'eau dans le pain, par exemple. Le château accueillera ses premiers apprentis pour la rentrée 2022, mais dès cette année, une première promotion sera formée à Saint-Chamond. À la Croix-Laval, 2 restaurants d'application, un salon de thé, un espace de banquet, un internat de 45 lits, des salles de cours, 2 cuisines, un laboratoire de pâtisserie et un de boulangerie devraient voir le jour. Corentin Raymond est le directeur du CFA de la gastronomie. Ce sont des métiers où effectivement il faut un engagement. Et je crois que c'est la première valeur qu'on va essayer de transmettre aux apprentis, c'est l'engagement. Un engagement vis-à-vis de la qualité, vis-à-vis du client, vis-à-vis aussi de tous les sujets qui nous percutent aujourd'hui sur le développement durable, l'environnement. Voilà, donc d'être cuisinier, boulanger, pâtissier, même serveur aujourd'hui, ça va bien au-delà de faire le métier qu'on peut imaginer. Mais c'est comprendre les enjeux qu'il y a aujourd'hui, c'est comprendre les attentes des clients, c'est s'adapter. Il y a aussi des nouvelles réglementations sur les allergènes, les régimes alimentaires. Donc il y a beaucoup d'éléments aussi à appréhender sur la question des circuits courts, l'environnement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des déchets. Tout ça fait qu'un professionnel aujourd'hui de la restauration, c'est quelqu'un qui est très complet, qui doit être très complet, qui doit appréhender ces sujets-là pour aussi accompagner les clients qui ont de très fortes attentes, aussi bien sur la qualité du service, mais aussi sur la qualité de ce qu'ils ont dans l'assiette, sur la sécurité alimentaire, sur une alimentation durable. Vous avez parlé de vocation, il faut aussi une prédisposition pour entrer dans cette formation ? Il y a effectivement un préalable, un prérequis qui est, puisqu'on ne fait pas toutes les matières d'enseignement général, maths, français, histoire, géo, ça on le fera à partir de 2022. Pour l'instant, donc on se cantonne aux matières professionnelles. Donc les prérequis sont déjà d'avoir un premier niveau validé. Donc déjà un CAP ou un bac pro, un bac général ou un bac pro validé. On a des candidats qui arrivent avec déjà un bac pro. On en a d'autres avec 2 ans d'école d'ingé, on en a avec déjà un master. Voilà, donc les profils sont très variés, des gens qui sont plutôt donc en reconversion, des gens qui choisissent vraiment d'embrasser ces métiers par volonté, par décision personnelle. Et puis humainement, de façon qualitative, pour réussir, je pense qu'il faut déjà aimer faire plaisir, aimer régaler, être gourmand soi-même, je pense que c'est un peu un prérequis. Aimer les produits, avoir envie de transmettre aussi, de faire découvrir. Il y a une variété tellement importante. Alors à la Croix-Laval, j'incite tous ceux qui le souhaitent à venir voir le potager conservatoire. On y découvre énormément de légumes, d'herbes, de fruits qui sont méconnus, qui sont désuets. Donc c'est vraiment de travailler sur toute cette richesse, aussi bien au niveau des farines, par exemple, pour la boulangerie, aussi bien pour les herbes ou pour les légumineuses, pour les cuisiniers. Voilà. Il y a une forte tendance aussi pour le végétarien. Donc c'est travailler tous ces produits et puis faire découvrir. Voilà. Donc beaucoup de curiosité aussi. On avait pour le lancement, pour le démarrage de la formation, une intervention de Jérémy Galvan, chef étoilé Michelin rue du Bœuf à Lyon. Et Jérémy a beaucoup travaillé sur justement l'expérience client, les 5 sens. Il est venu partager avec les apprentis de son expérience, de tous ses ressentis justement, de cette liberté aussi. Voilà. Donc on peut aussi faire appel à la créativité et exprimer finalement ce que l'on est à travers la cuisine, à travers le service, peut-être de façon beaucoup plus importante que dans d'autres métiers. Retrouvez l'interview complète de Corentin Raymond en podcast sur notre site internet lyondemain.fr. Des jeunes de 15 à 18 ans, des adultes en reconversion professionnelle et des bénéficiaires du RSA seront formés à la gastronomie grâce à ce CFA. À terme, 400 apprentis devraient être formés chaque année. Plusieurs entreprises sont inscrites à Clean in Lyon, dont la première édition a lieu ce jeudi. L'événement a pour objectif de mobiliser les entreprises de la métropole lyonnaise autour d'une grande opération de nettoyage et de dépollution de 17h à 19h. Les salariés vont donc se retrouver sur des parcours dédiés en bord de fleuve ou dans le centre de Lyon pour collecter le plus grand nombre de déchets possible. Paprec se chargera de la gestion globale des déchets collectés lors de cet afterwork éco-responsable. La société dispose d'installations industrielles permettant à la fois la valorisation de la totalité des déchets collectés, soit sous forme énergétique, déchets ultimes incinérés, soit sous forme de nouvelles matières issues du recyclage. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.